Et en ce lundi matin, c'est le morning et voici les titres à la une de l'actualité. Tout d'abord, cette nouvelle journée cruciale pour les Grecs qui retiennent leur souffle ce lundi. Les banques rouvrent après 3 semaines de fermeture. Mais la situation reste extrêmement précaire dans le pays, obligé de renouer avec l'austérité et une hausse de la TVA prévue aujourd'hui également. Et puis cette visite extrêmement attendue en Israël, le secrétaire américain à la Défense est venu rassurer son allié après la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien. Ashton Carter déclare dans son avion à des journalistes que l'option militaire est toujours sur la table. Et puis on parle du Tour de France également ce matin avec cette question. Chris Froome est-il trop fort pour être propre? Le maillot jaune, jusque-là intouchable, dénonce cette année une chasse anti-Froome. Il a révélé avoir été aspergé d'urine par un spectateur. On reviendra également sur ces images qui secouent la Grande-Bretagne. La reine Elisabeth, âgée de 6 ans, en train d'effectuer le salut nazi en famille. C'est une révélation du quotidien The Sun qui pourrait remettre en question l'histoire officielle, héroïque de la monarchie britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue à tous. Les Grecs retiennent donc leur souffle ce matin. Les banques doivent rouvrir leurs portes dans quelques minutes après 20 jours de fermeture. Mais je vous le disais, la situation reste extrêmement précaire dans le pays avec d'une part un nouveau remboursement à la BCE ce lundi et une hausse de la TVA sur de nombreux produits et services. Léa Volbert. Après les négociations, le vote, la contestation, l'heure est désormais à la douloureuse application des réformes fraîchement votées par le Parlement grec. Lundi matin, l'augmentation de la TVA entrera en vigueur. Elle passera de 13% à 23% sur les denrées non périssables, à savoir le sucre, le thé, le café et l'huile. Elle augmentera également dans la restauration, les transports publics et l'hôtellerie. La majorité des Grecs qui travaillent dans ces secteurs dénoncent la brutalité de la mesure, qui plus est en pleine période touristique. Ce gouvernement a réduit nos espoirs à néant. Beaucoup de gens ont voté pour eux et sont maintenant désespérés. Donc les mesures vont être mises en œuvre, mais le gouvernement va tomber car il a trop menti. Certains restaurateurs font le choix d'augmenter les prix au détriment de leur clientèle. D'autres maintiennent leurs tarifs inchangés, mais verront leur marge de bénéfice inexorablement diminuer. Dans le secteur de l'hôtellerie, c'est l'incompréhension qui domine. Alors que la Grèce attend près de 25 millions de touristes en 2015, les agences de voyage sont contraintes de s'adapter dans l'urgence. Et faute d'anticipation, la différence entre le prix sur les réservations déjà effectuées et la nouvelle grille tarifaire est à la charge des agences touristiques. On va voir, on n'a absolument plus d'argent, donc il faut s'adapter à la réalité et travailler beaucoup. Ce même lundi, maigre lot de consolation, la réouverture des banques grecques avec des contraintes légèrement assouplies. Les Grecs seront autorisés à retirer 420 € d'un coup pour 7 jours au lieu de 60 € par jour et par personne. Les contrôles de capitaux seront néanmoins maintenus pour éviter un assèchement massif des banques. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, François Hollande appelle à la formation d'une avant-garde de la zone euro. À l'occasion du 90e anniversaire de Jacques Delors, François Hollande propose de reprendre l'idée de l'ancien président de la Commission européenne et de créer un gouvernement de la zone euro avec son propre budget, son propre parlement, afin d'en assurer le contrôle démocratique. Et depuis Athènes, on retrouve notre correspondant Ismaël Merighetti. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors on l'a dit, les banques doivent rouvrir leurs portes dans les minutes qui viennent après 3 semaines de fermeture. Est-ce que les queues commencent à se former devant les établissements un peu partout dans le pays ? Alors, il n'y a pas encore grand monde devant les établissements bancaires, si ce n'est les traditionnelles files d'attente devant les distributeurs qui sont pourtant un peu moins importantes que d'habitude et pour cause, les conditions de retrait ont été légèrement assouplies. On est passé de 60 € par jour et par personne à 420 € par semaine, soit le même montant global certes, mais avec la possibilité de retirer de plus gros montants d'un coup. Les cartes de crédit également vont de nouveau pouvoir être utilisées à l'étranger, ce qui est une bonne nouvelle pour bon nombre de Grecs qui n'avaient plus accès à des sites internationaux comme Apple, Amazon ou les sites des compagnies aériennes.
En revanche, il reste impossible, et ce pour une durée indéterminée, de transférer des fonds grecs vers l'étranger, ce qui va continuer d'handicaper les entreprises grecques qui importent et exportent leurs produits. Donc la situation bancaire n'est pas encore totalement rentrée dans l'ordre. Voilà Ismaël, on l'a dit, l'heure est aujourd'hui à l'application des réformes promises par Athènes et parmi elles une hausse de la TVA qui entre en vigueur aujourd'hui sur de nombreux biens et services. Est-ce que les Grecs sont prêts à replonger la tête en avant dans l'austérité ? Non, évidemment, les Grecs sont très déçus et angoissés à l'idée de mettre en place cette hausse de la TVA, notamment, c'est le cas notamment pour les professionnels du tourisme en ce début d'été. Dans la restauration, la TVA passe de 13 à 23%. Dans l'hôtellerie, elle double. Elle passe de 6,5 à 13%. Beaucoup craignent l'asphyxie, se demandent comment ils vont pouvoir réduire des marges déjà faibles, craignent de perdre des touristes en augmentant les prix. Bref, c'est l'incompréhension pour bon nombre de Grecs déjà pris à la gorge et qui savent que le remède qu'on leur a proposé ces 5 dernières années ne les a pas soignés, mais au contraire les a plongés dans une plus grande précarité. D'autant que l'argent des prêts internationaux, personne n'en voit la couleur ici. Il est directement utilisé pour rembourser les créanciers. Donc à l'heure de mettre en place ce nouveau plan d'austérité, le 9e en 6 ans, c'est un profond sentiment de désespoir qui règne ici en Grèce. Voilà, situation difficile en Grèce, situation difficile pour le Premier ministre. Pour finir, Ismaël, un mot d'Alexis Tsipras dans une interview qu'elle a donnée ce week-end. Sa mère s'inquiète de sa santé. Il ne dort plus, il ne mange plus, a-t-elle déclaré. Est-ce qu'il s'imaginait au moment de son triomphe électoral qu'il en serait là quelques mois plus tard ? Alors, dans cette interview, sa mère explique également qu'elle ne le voit plus, que lui-même ne voit plus ses enfants, qu'il passe sa vie entre l'aéroport pour Bruxelles et le Parlement. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'effectivement, Alexis Tsipras s'y attendait. Le soir de son élection, le 25 janvier dernier, il refusait tout triomphalisme en expliquant que la bataille pour sortir de la crise serait longue et difficile, qu'il faudrait faire des sacrifices. Et finalement, il avait vu juste, puisque 6 mois plus tard, tout reste à faire encore pour les Grecs ici. Ismaël, depuis Athènes, Ismaël Merighetti, merci d'avoir été avec nous ce matin. Les retours en Israël où Ashton Carter est arrivé pour une visite officielle qui démarre ce matin. Le secrétaire américain à la Défense est venu rassurer les Israéliens après la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien. Dans l'avion qu'il menait cette nuit vers la région, il a déclaré aux journalistes que l'option militaire était toujours sur la table. Julien Baloul. Ashton Carter a une mission. Rassurer les alliés des États-Unis en colère après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. Première étape de cette tournée moyen-orientale, Israël. Le secrétaire américain à la Défense a atterri à Tel Aviv dans la nuit de dimanche à lundi. Avant même d'avoir posé le pied sur le sol israélien, il a multiplié les déclarations à l'égard de Jérusalem. Dans l'avion, il a ainsi affirmé aux journalistes présents que l'option militaire contre l'Iran reste d'actualité en cas de violation de l'accord de Vienne par Téhéran. Selon Susan Rice, la conseillère américaine à la sécurité, Ashton Carter devrait proposer au gouvernement israélien une aide militaire qualifiée par Washington de sans précédent, notamment des appareils qui n'avaient jusqu'à présent jamais été mis à disposition de Tsahal, essentiellement dans la défense antimissile. Mais peu importe l'offre américaine, Benjamin Netanyahou ne décolère pas. Il a affirmé dans une interview à la chaîne CBS qu'aucun pacte sécuritaire ne pourra réparer les dommages que l'accord de Vienne a causés à Israël. La mission s'annonce donc difficile pour Ashton Carter, qui devra ensuite s'envoler pour la Jordanie et l'Arabie Saoudite, 2 pays qui veulent également être rassurés et à qui les États-Unis devraient proposer une coopération renforcée contre le terrorisme, ainsi que dans le domaine de la cybersécurité. Dror Raven-Sapir, cette visite du secrétaire américain à la Défense intervient à un moment clé pour la ratification de cet accord signé la semaine dernière. Avec simultanément 2 grands rendez-vous pour cet accord. Le premier, c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies qui devrait ratifier l'accord conclu et annoncé à Vienne. Et puis, deuxième lieu clé, en fait, le Capitole, le Congrès américain qui doit commencer aujourd'hui cette fameuse période de 60 jours accordée aux parlementaires américains pour qu'ils puissent examiner l'accord dans ses détails. Ils vont examiner l'accord, ils vont également examiner des rapports des services secrets américains sur le mécanisme de contrôle des installations nucléaire iranienne, et au bout de cette période de 60 jours, les sénateurs et les représentants américains vont se prononcer pour ou contre l'accord. Voilà, et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, compte bien profiter de ces 60 jours de travaux du Congrès. Il ne perd pas une seule minute. Le Premier ministre israélien, il a déjà commencé à lancer une campagne médiatique très importante aux États-Unis avec une série d'entretiens accordés aux médias américains pour convaincre l'opinion publique américaine
et donc indirectement les parlementaires américains du côté néfaste, dangereux pour la stabilité du Moyen-Orient et du monde de cet accord qui a été annoncé à Vienne. L'AIPAC, le lobby pro-israélien américain, a lui aussi de son côté lancé une campagne très importante, une campagne très chère dans les médias américains pour convaincre l'opinion publique américaine et pour convaincre l'opinion publique américaine de se prononcer contre l'accord. Il y a un autre lobby pro-israélien plus modeste, le J Street, qui est lui plutôt placé à gauche et qui a lancé une campagne en faveur de l'accord. Donc c'est dire que la communauté juive américaine est tout à fait divisée et que les parlementaires américains vont devoir prendre en compte d'une manière ou d'une autre ces mouvements d'opinion. Et on peut dire également que les désaccords entre Américains et Israéliens s'étalent au grand jour, notamment sur la fameuse question de l'alternative. Est-ce qu'une alternative à cet accord était oui ou non envisageable? John Kerry affirme que non, que c'est une fantaisie. Benjamin Netanyahou, au contraire, insiste sur le fait que les Américains auraient dû et les grandes puissances auraient dû proposer davantage de sanctions, des sanctions encore plus dures pour convaincre les Iraniens de faire des concessions plus importantes. Alors en attendant, si Ashton Carter se rend aujourd'hui en Israël, c'est pour offrir des compensations militaires inédites aux Israéliens. Alors c'est ce que, comme on l'a vu dans le reportage, c'est ce que Susan Rice a dit par l'intermédiaire d'un certain Shimon Peres, ancien président de l'État d'Israël. Susan Rice, la conseillère à la sécurité nationale américaine, a affirmé qu'effectivement les compensations militaires que les États-Unis sont prêts à accorder à Israël sont inédites dans leur ampleur. Mais Benjamin Netanyahou dit aux médias américains que rien ne peut compenser l'accord conclu à Vienne. Netanyahou ne veut surtout pas donner l'impression qu'il a accepté en fait l'accord, qu'il assume le fait que l'accord a été ratifié ou est sur le point d'être ratifié par le Congrès américain. Et tant que ce sera le cas, eh bien on n'entendra aucun responsable officiel israélien accepter les compensations que les Américains sont prêts à donner. Il faudra attendre donc cette fameuse période de 60 jours au lendemain du vote au Congrès. Et là, effectivement, on pourra s'attendre à ce que les Israéliens parle un petit peu plus sérieusement de ces fameuses compensations que les Américains sont prêts à donner aux Israéliens pour les rassurer. Voilà, Ashton Carter qui rencontrera aujourd'hui son homologue et le Premier ministre israélien. Merci Dror. Et on va le dire, alors que les États-Unis tentent donc de rassurer Israël, eh bien les Iraniens, eux, fanfaronnent. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est fait remarquer par une sortie on ne peut plus provocatrice. Et Benjamin Netanyahou en a profité pour lui répondre. Léa Berduco. La guerre des mots reprend de plus belle entre l'Iran et l'Occident. Moins d'une semaine après la conclusion d'un accord avec les grandes puissances sur le nucléaire, le guide suprême iranien n'abandonne pas son discours offensif. Ce texte ne changera en rien la politique de la République islamique. Que l'accord soit approuvé ou pas dans le processus légal prévu, l'Iran ne renoncera pas à soutenir ses amis dans la région. L'accord et ses négociations ne changeront pas la politique de l'Iran face au gouvernement arrogant américain. Benjamin Netanyahou a directement saisi la balle au bond. Le Premier ministre poursuit son travail de sape de l'accord conclu avec les Iraniens. Ce discours est la preuve que Téhéran n'a rien changé à sa nature, qu'il qualifie de terroriste. Si certaines personnes pensaient que ces concessions excessives faites à l'Iran mèneraient à un changement de politique, elles ont reçu une réponse décisive ce week-end avec le discours agressif et provoquant du dirigeant iranien Khamenei. Les Iraniens ne font même pas d'efforts pour cacher le fait qu'ils utiliseront les centaines de milliards de dollars qu'ils vont recevoir pour armer leurs machines terroristes. Le chef du gouvernement israélien a également réagi aux propos de hauts responsables américains, accusant les détracteurs de l'accord de ne pas proposer de meilleure alternative. Pour lui, la solution est simple, un renforcement des sanctions et une pression plus importante sur le pouvoir iranien. Autre question que soulève cet accord avec l'Iran est celle du prix du pétrole. Vous le savez, la levée des sanctions va se traduire par un retour progressif du brut iranien sur les marchés. Bonjour à David Amsalem, docteur en géopolitique, spécialisé en énergie. Alors d'abord, question simple, quelles répercussions sur les marchés va avoir cet accord? Vraisemblablement un problème de liaison.
On va essayer peut-être de la rétablir dans un instant, mais pour l'heure, ces images, regardez, des agriculteurs en colère, ça se passe en France. Ils protestent contre les faibles prix de leurs produits. On va les voir dans un instant, plus de 300 tracteurs en tout, plusieurs centaines d'éleveurs rassemblés hier près de la ville de Caen avec des bennes pleines de fumier et de gravats. Ils comptent poursuivre leur mobilisation aujourd'hui en bloquant plusieurs routes. Il s'agit de l'une des crises les plus graves que l'élevage français a connues ces dernières années. Les trésoreries sont totalement dans le rouge. Et samedi, François Hollande a lancé un appel à la grande distribution pour qu'elle offre aux consommateurs la qualité et aux agriculteurs un prix. Écoutez. Aujourd'hui, subit à travers la chute des cours, à travers aussi des charges nombreuses qui ne sont pas que financières, qui peuvent être aussi administratives. Et je voulais aussi, à travers ce déplacement, dire que nous faisons tout avec le gouvernement, Stéphane Le Foll en particulier, pour trouver des solutions. Elles ne dépendent pas que de l'État, vous le savez, ni même que de l'Europe. Il y a un rapport à avoir avec la distribution, de le faire sans démagogie, en ne cherchant pas un bouc émissaire, mais en essayant de trouver un bon équilibre et que les prix à la consommation doivent refléter ce que est le travail agricole et ce que sont les prix à la production. Donc nous devons faire en sorte que le consommateur soit aussi solidaire et soit aussi vigilant, parce que si les agriculteurs et notamment les éleveurs viennent à avoir des difficultés, eh bien c'est la qualité même de la consommation qui se trouvera entamée. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut dire à tous nos consommateurs, qu'ils soient vacanciers ou qu'ils soient au travail, nous avons le devoir de soutenir notre agriculture. Et de ce parti pris en faveur de l'agriculture française, nous avons voulu qu'il y ait une marque pour que Viande de France soit, pour les consommateurs, le signe, l'identification que ces produits ont été faits par les éleveurs français. Myriam Nana, il me semble que l'exécutif ait bien pris conscience de l'ampleur de cette crise. Oui, sans aucun doute. Alors d'abord, cette déclaration ce week-end de François Hollande lors de cette étape du Tour de France, où il a lancé un très clair appel à la grande distribution, à faire un effort pour la grande distribution et également à l'égard des éleveurs, à savoir de hausser les prix et leur rémunération, notamment pour ce qui concerne la viande bovine et la viande de porc. Parce que la détresse, elle est bien là et c'est l'une des crises les plus graves pour ces éleveurs depuis au moins ces 20 dernières années. Mais cette déclaration de Hollande, ce n'est pas la seule prise de conscience du gouvernement. Le 17 juin dernier, il y a fallu cette fameuse table ronde de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture français, où il a réuni des industriels, des éleveurs, des professionnels du secteur pour tenter également de trouver des solutions. Le problème, c'est que cette table ronde s'est révélée totalement inefficace, avec une hausse mais bien inférieure à ce qui est nécessaire aujourd'hui, seulement 7% pour la viande bovine, et puis surtout qui s'est révélée totalement incapable de freiner ces 15% de chute du prix du lait qui, pour les consommateurs, évidemment, tout sonne parfaitement bien, mais pour qui les éleveurs les placent aujourd'hui au bord de la faillite. Alors justement, sur le fond, pourquoi les éleveurs ne s'en sortent pas? Pourquoi les caisses restent dans le rouge? Alors si l'horizon est si sombre dans les campagnes, eh bien en fait c'est parce que c'est un problème qui s'est accumulé ces 20 dernières années. D'abord celui de l'importation, les grandes surfaces, ce fameux système des grandes surfaces aujourd'hui qui sont quasiment le seul acheteur pour ces éleveurs et qui vont essentiellement chercher leur viande aujourd'hui à l'étranger et qui maintiennent une politique de coût à bas prix pour maintenir coûte que coûte la compétitivité et du coup rendre les choses absolument impossibles à gérer pour les éleveurs qui, avec des charges professionnelles et également des frais sur place qui sont totalement différents de ceux qu'on peut trouver notamment en Asie ou encore en Amérique du Sud, eh bien se retrouvent face à des problèmes de trésorerie gravissimes. Quasiment toutes les fermes aujourd'hui voient leur trésorerie qui ont plongé dans le rouge. La solution, eh bien d'abord pour sauver les éleveurs de la précarité, c'est effectivement une hausse des prix, mais pas seulement. Il y a plusieurs solutions aujourd'hui qui sont mises à l'ordre du jour. Il y a notamment les achats de produits français, acheter du Made in France, c'est ce à quoi a appelé François Hollande hier, mais également l'appel à la grande distribution pour augmenter un petit peu ses rémunérations et sortir de cette compétitivité coûte que coûte où elle trouve bien son compte effectivement, mais aujourd'hui plus ses éleveurs. Et puis enfin, 23 millions d'euros d'aides débloquées, c'est ce qui a déjà été fait et là ça cible essentiellement les charges patronales et professionnelles qui sont sur ces éleveurs et qu'ils n'arrivent plus à assumer. Dernier élément, Myriam, c'est un problème au niveau européen finalement. C'est un problème au niveau européen, c'est un problème de marché au niveau du monde entier si on peut dire. Ce problème de compétitivité, eh bien s'il est imposé aux éleveurs, il doit être d'une
d'une certaine façon imposées aux États également. Et l'État français ne peut plus se permettre aujourd'hui d'imposer des charges similaires aux éleveurs lorsqu'on sait que dans d'autres pays, elles sont bien moins similaires. Il y a aussi un problème de régulation, à savoir que les régulations ne sont pas les mêmes pour tout le monde et donc rendent la vie plus difficile pour certains éleveurs. Et les consommateurs aujourd'hui doivent avoir devant les yeux un produit qui soit, oui, compétitif, mais qui d'un autre côté leur ouvre les yeux sur les différentes régulations, ce qui peut-être les poussera davantage à acheter du Made in France. C'est du moins ce qu'espère aujourd'hui François Hollande. Merci Myriam. Et on parle du Tour de France également ce matin avec cette question. Chris Froome est-il trop fort pour être propre? Le leader du Tour a révélé avoir été aspergé d'urine par un spectateur en cause la suspicion de dopage. Le maillot jaune, jusque-là intouchable, dénonce cette année une chasse anti-Froome. Maël Benoliel. Il a encore frappé. L'attaque de Christopher Froome après 161 km de course et à 6 km du sommet du col de la Pierre-Saint-Martin a laissé tout le monde sur place. Dans son style caractéristique, postérieur vissé sur la selle, regard posé sur la route, le coureur anglais de Sky a outrageusement remporté la 10e étape du Tour de France avec plus d'1 minute d'avance sur le deuxième, son coéquipier Richie Porte. Une performance de haute volée qui lui permet de conserver son maillot jaune, mais qui lui ouvre surtout un boulevard vers une nouvelle victoire sur la grande boucle. Pendant des mois, nous nous sommes entraînés pour ce genre de journée, donc c'est tout simplement incroyable que cela ait payé aujourd'hui. Mais la prestation de Christopher Froome, qui se dit aussi fier d'être arrivé à ce niveau en étant propre, en a impressionné plus d'un. Certains se sont même interrogés malgré tout sur la possibilité de dopage du Britannique, déjà vainqueur du Tour de France en 2013. Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour, est déchu de ses titres pour s'être dopé à l'EPO, aux transfusions sanguines et aux pilules de testostérone, s'est invité sur les réseaux sociaux pour commenter la démonstration de force de Froome. Je me pose beaucoup de questions au regard de la première étape de montagne, plusieurs pensées à venir. Clairement, Froome, Porte, Sky sont très forts, trop forts pour être propres, je n'en ai aucune idée. Voilà, l'affaire continue de prendre de l'ampleur. L'ambiance est devenue délétère autour du maillot jaune. Il affirme avoir été aspergé d'urine ce samedi par un spectateur de la course. Oui, ça aurait dû et ça aurait pu être un tour de rêve pour Chris Froome qui, comme on dit dans le monde du cyclisme, assomme le tour et met ses concurrents à plus de 3 minutes. Mais effectivement, les suspicions de dopage qui ont été alimentées par un pro de la discipline, on l'a vu dans le reportage Lance Armstrong la semaine dernière, mettent en doute les performances de son successeur et ces accusations s'ajoutent à un tas de reportages comme celui qu'on vient de voir, accusateur sur toutes les télés du monde. Alors évidemment, après 2 décennies entachées par le dopage, les spectateurs du Tour sont presque finalement traumatisés de voir un nouveau potentiel tricheur gagner la grande boucle, sauf que Froome a évidemment été contrôlé, multi-contrôlé et que pour l'instant, évidemment, rien ne l'accuse à part sa super forme et il passe donc son tour à se défendre. Mais quand samedi, un spectateur sur le bord de la route l'asperge d'urine et le traite de dopé, il n'apprécie pas du tout. Colère froide de Chris Froome au micro de RMC. C'est honteux et inacceptable. C'est vraiment regrettable qu'une personne gâche de cette façon le spectacle qu'est le Tour. Les spectateurs sur la course sont géniaux, ils nous encouragent et je voudrais les remercier pour leur soutien. Mais c'est une honte qu'un acte comme celui-là vienne tout gâcher. Un spectateur qui se trouvait sur le côté m'a jeté un verre d'urine et il a hurlé « dopé ». Son geste est inacceptable. Bien sûr que je suis énervé. On n'est plus dans le sport là, on est des professionnels, on fait juste notre travail. Les gens n'ont pas le droit de faire des choses comme ça. Voilà, c'est extrêmement violent de s'en prendre directement, physiquement au coureur. Est-ce qu'il existe des précédents sur le Tour? Ça remonte en 1975, c'est le précédent le plus célèbre. Eddy Merckx, champion belge, vous le savez, Barbara, porte le maillot jaune et il se fait frapper aux côtes lors de l'ascension du Puy-de-Dôme. Mais il suffit finalement de remonter à mardi dernier et Richie Porte, qui est un des lieutenants de Froome dans la même équipe, dit lui aussi avoir été victime d'insultes et de coups lors de l'ascension vers la
Pierre Saint-Martin. Donc cela en dit long sur le climat, l'atmosphère d'hostilité d'une partie du public envers l'équipe Sky qui domine ce Tour. Alors pour le président du Tour de France, Christian Prudhomme, c'est aussi une tradition de ne pas aimer l'équipe qui écrase le Tour, l'équipe vainqueur. Mais pour les coureurs, ce ne sont pas les spectateurs qu'il faut blâmer, mais bien la presse et les médias qui, par leur reportage, font quotidiennement planer le doute. Et évidemment, cela a une influence très importante sur ce que pensent les spectateurs. Alors je vous disais, en ce début de Tour, le cyclisme fait tout pour enfin tourner la page du cyclisme. Et bien, cette polémique et cette atmosphère montrent qu'il y a bien du chemin à parcourir. Voilà, difficile de s'en défaire. Voilà pour le Tour. Quelque peu gâché, c'est dommage. Absolument. Merci Rudy. Autre chose à présent, vous en avez assez de la perceuse de votre voisin, des avions qui passent au-dessus de votre tête, des bus, des klaxons, des travaux dans l'immeuble d'en face. Alors si vous êtes parisien, voici une petite consolation. Betsabé, il s'agit d'une application. Exactement, vu que les boules caisses ce n'est ni très agréable ni très saillant, Rudy, eh bien je voulais vous parler de Sound City. C'est une application gratuite qui a été mise au point par des chercheurs. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette appli? Elle va vous permettre de mesurer la pollution sonore à laquelle vous êtes sujet ou sujette et d'éviter ensuite les endroits les plus bruyants. Alors comment? Grâce au microphone des portable. Et oui, le logiciel va mesurer l'intensité sonore en décibels entendus pendant 5 minutes. Ensuite, le logiciel va vous géolocaliser et il va alimenter une carte, alimentée comme ça par tous les gens qui font la même chose et qui va vous permettre ensuite de vous orienter et de voir où est-ce qu'il y a du bruit ou pas. Alors le plus, vous pouvez dénoncer en fait les hurlements de votre voisin en tout anonymat puisque en fait les données sont protégées. Et c'est une appli qui tombe à pic pour les Parisiens puisque les malheureux 11% des habitants de la capitale sont potentiellement exposés à un niveau sonore supérieur au seuil limite réglementaire. Or, le bruit, ça ne fait pas qu'agacer, c'est mauvais pour la santé. Et oui, depuis la fatigue, les troubles du sommeil, aux céphalées, ça va jusqu'à l'hypertension, l'accélération du rythme cardiaque. Et attention, au point que les nuisances sonores seraient même responsables de 10 000 décès prématurés par an entre les crises cardiaques et les AVC. C'est vrai, il y a trop de bruit tout le temps. On va parler tout bas, d'accord? Ça vous rend malade. Voilà. Il y a aussi des règles, non, pour limiter les heures de bruit, etc. Ça existe? Alors, il y a des règles, il faut les connaître. Alors, que ce soit les aboiements ou les cris de la voisine, les talons sur le parquet ou alors la perceuse, entre 22h et 7h du matin, sachez qu'on parle de tapage nocturne. Alors, en journée, ces bruits sont considérés comme anormaux s'ils sont répétitifs, intensifs ou qu'ils durent dans le temps. Alors, si vous êtes concerné, que vous n'êtes pas parvenu à discuter à l'amiable avec votre voisin, vous êtes en droit, dans ces conditions, de porter plainte à la police. Et puis alors sinon, il y a aussi l'humour des lettres laissées dans les halls d'immeubles, comme celle-là que vous allez voir sur votre écran. Regardez, ce monsieur raconte « J'adore les hélicos. Ces derniers jours, je rêve que je pilote un hélico, sauf que quand je me révèle, c'est une machine à laver. » Alors on ne voit pas la lettre, mais le monsieur a fait un dessin comme ça. Et il y a l'humour pour essayer de convaincre ses voisins qui ne sont pas toujours très à l'écoute. Merci, pas besoin d'être parisien, les plages de Tel Aviv, c'est pas mal non plus niveau bruit. Oui, les raquettes. Oui, les raquettes. Merci à tous les deux. À suivre ces images qui secouent la Grande-Bretagne. La reine Elisabeth, âgée de 6 ans, en train d'effectuer le salut nazi en famille. C'est une révélation du quotidien The Sun qui pourrait remettre en question l'histoire héroïque officielle de la monarchie britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le détail après un nouveau journal avec Eleanor Veil. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous ce lundi 20 juillet. Risque d'entrer dans les livres d'histoire. Après plus d'un demi-siècle de rupture, c'est aujourd'hui que les États-Unis et Cuba formalisent le rétablissement de leurs relations diplomatiques avec la réouverture de leurs ambassades à Washington et La Havane. C'est une étape hautement symbolique. Après 54 ans de froid diplomatique, les États-Unis et Cuba ont officiellement rouvert leurs ambassades à La Havane et Washington. C'est la concrétisation de la poignée de main entre Raúl Castro et Barack Obama en avril dernier. Les Cubains attendaient ce moment. Pour nous, c'est important. Je pense que c'est un pas décisif vers la normalisation des relations. D'autres mots, nous les Cubains, nous nous réjouissons et attendons de voir la suite des événements. Nous sommes optimistes sur les nombreuses choses à réaliser pour le peuple cubain et le peuple américain.
Les bâtiments qui abritent les sections d'intérêt dans chaque capitale ont donc retrouvé automatiquement leur statut d'ambassade à minuit 01. À Washington, une cérémonie aura lieu lundi après-midi dans l'édifice presque centenaire de la mission cubaine. Une cérémonie en présence du ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez. C'est la première visite d'un chef de la diplomatie cubaine aux États-Unis depuis 1959. Le drapeau cubain sera hissé à cette occasion. Pour les cérémonies officielles à La Havane, il faudra encore patienter. Elles auront lieu au cours d'une visite de John Kerry à Cuba dans les semaines à venir, à une date qui reste à déterminer. Cette réouverture des ambassades est un premier pas vers la normalisation, le plus facile aussi. De nombreux sujets de discorde existent toujours entre les deux pays, et notamment l'épineuse question de la levée de l'embargo réclamé par Raúl Castro. Une levée qui doit être nécessairement votée par le Congrès américain, mais la majorité républicaine y est hostile. Autre problème, plusieurs candidats à la présidentielle américaine sont vent debout contre un rapprochement entre La Havane et Washington. Dror, cette journée est qualifiée d'historique. Ce n'est pas un mot un peu trop fort pour le rétablissement de ces relations diplomatiques? Non, puisque ça fait maintenant, comme ça a été rappelé dans le reportage par Myriam Aman, ça fait donc plusieurs décennies, depuis 1961, que Cuba et les États-Unis n'entretiennent aucune relation diplomatique. Donc véritablement, c'est une journée historique. On sait à quel point les relations entre les deux pays étaient traditionnellement hostiles. On se rappelle que la question de Cuba a failli même provoquer un conflit nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Donc véritablement, on peut parler de journée historique. Alors cette normalisation des relations entre La Havane et Washington, ce sera incontestablement l'un des points forts de l'héritage que laissera derrière lui Barack Obama. On imagine mal un président républicain parvenir au même résultat, à savoir la normalisation des relations avec Cuba. C'est véritablement une question d'idéologie, en quelque sorte. On sait que Barack Obama est un partisan de la détente, avec les ennemis traditionnels des États-Unis. On l'a vu avec l'Iran, justement. On sait également que c'est un partisan de la voie diplomatique. Donc là, il y a un héritage Obama, il y a une marque Obama. Alors, on peut être d'accord, on peut s'en inquiéter, mais véritablement, Barack Obama, en matière de politique extérieure, après une série d'échecs, notamment au Moyen-Orient, justement, face au printemps arabe, eh bien, il laisse un héritage diplomatique important, un héritage en matière de politique étrangère, une petite note, une petite musique qui sera celle de Barack Obama. Voilà, cette politique de la main tendue qui deviendra probablement sa marque de fabrique. On peut faire le parallèle avec l'accord sur le nucléaire iranien. Bien évidemment, parce que dans les deux cas, il y a un pari. Il y a un pari sur la libéralisation du régime. Dans l'accord sur le nucléaire iranien, on sait le rôle crucial qu'ont joué les États-Unis, et les États-Unis n'ont rien exigé en matière de libéralisation du régime, en matière de respect des droits de l'homme par l'Iran. Là, c'est la même chose. Alors, il y a des annonces. Les États-Unis s'inquiètent des restrictions aux libertés de déplacement, aux libertés d'expression, aux libertés de culte qui sont toujours à l'œuvre à Cuba. Et puis, vis-à-vis de l'Iran, bien évidemment, on a entendu des responsables américains s'inquiéter du nombre d'exécutions et des restrictions à la liberté en Iran. Mais ça ne fait pas partie de l'accord. Là, il y a un pari sur le fait que la libéralisation de ces deux régimes, le régime cubain et le régime iranien, interviendra forcément, pensent en tout cas les démocrates américains, Barack Obama et ses conseillers, du fait d'une meilleure relation avec les États-Unis, du fait de l'ouverture de relations commerciales, économiques entre Washington et Téhéran, entre Washington et La Havane. Eh bien, les sociétés vont suivre. L'économie sera la première à entamer une brèche en quelque sorte dans le mur des dictatures à la fois iraniennes et cubaines. La société va suivre, le système politique va suivre. Encore une fois, c'est un pari, c'est celui de Barack Obama et de ses conseillers. Merci beaucoup, Dror. Et on en vient à ce coup de filet antiterroriste en Cisjordanie. Arrestation hier de 7 membres d'une cellule du Hamas responsable de 2 attentats commis récemment. Le chef du réseau est un ancien prisonnier palestinien libéré par Israël dans le cadre de l'accord Shalit. Steve Jourdain. Ils sont au nombre de 4 et appartiendraient à une cellule militaire du Hamas, selon le Shin Bet. Dans un communiqué publié dimanche, l'armée israélienne annonce leur arrestation. Motif, ils auraient organisé l'attentat du 29 juin dernier en Cisjordanie. Au cours de cette attaque, Malachi Rosenfeld, 26 ans, avait été tué lors d'une embuscade alors qu'il rentrait vers Kochav HaShachar, l'implantation où il résidait. Selon les services israéliens, les suspects auraient d'ores et déjà reconnu leur acte.
Dans le même temps, le Shin Bet affirme que 2 autres suspects auraient été arrêtés par l'autorité palestinienne. Également dans le viseur de l'armée israélienne, Ahmad Najjar, le cerveau de l'attaque selon Tsahal. Najjar, membre du Hamas, avait été libéré dans le cadre de l'accord Shalit de 2011. Il se trouverait actuellement en Jordanie, d'où il aurait organisé et financé l'attentat selon les autorités israéliennes. Ce modus operandi n'est pas nouveau. Depuis plus d'1 an, le Hamas a réorganisé sa branche militaire en Cisjordanie. Depuis Gaza, d'anciens prisonniers relâchés par Israël commandent les opérations dans les territoires. Et puis le mois du Ramadan a touché à sa fin ce week-end et les musulmans du monde entier ont célébré l'une des principales fêtes du calendrier religieux. Il s'agit de l'Aïd al-Fitr. Ainsi, Barack Obama a souhaité aux musulmans un joyeux Aïd et il en a profité, Maurice, pour saluer l'initiative de la ville de New York de marquer cette fête par un jour férié dans les écoles. Exactement, c'est une reconnaissance de la diversité et de l'intégration qui ajoute à la richesse de notre nation, a affirmé Barack Obama en louant l'initiative de la ville de New York. Alors à partir de la rentrée prochaine, la décision sera mise en place et les écoliers new-yorkais n'auront pas classe pour l'Aïd al-Fitr et pour l'Aïd al-Kébir, la fête du sacrifice. Alors selon les estimations, il y aurait 1 million de musulmans à New York. Et puis toujours à New York, l'Empire State Building s'est illuminé en vert pour célébrer l'Aïd el-Fitr, vous le voyez sur l'image. Le gratte-ciel célèbre aussi chaque année en couleur les fêtes religieuses de Pâques en pastel, de Hanouka c'est en bleu et blanc et de Noël c'est en rouge et vert. Et puis la communauté musulmane de Chattanooga n'a pas l'esprit à célébrer l'Aïd au lendemain de l'attaque qui a fait 5 morts. On écoute le président de la communauté musulmane de Chattanooga. À cause de cette situation, nous n'avons pas le cœur à faire la fête. Nous n'aurons pas cette joie, vous savez, nous sommes choqués et accablés. Ce n'est pas un moment pour faire la fête. Nous demandons à notre communauté ce qu'elle ressent, et tout le monde est triste. Nous ne célébrons pas. Je vous rappelle qu'à la veille de l'Aïd al-Fitr, un musulman de 24 ans avait ouvert le feu contre une base d'entraînement non loin de Chattanooga. Voilà, c'est vrai que le mois du Ramadan est toujours émaillé de violence. On l'a vu dans cette base militaire, mais aussi en Irak, sur un marché de la ville. Oui, un attentat qui a fait 90 morts et porte le bilan à 800 morts en Irak pour le seul mois de Ramadan. En Asie, les célébrations de l'Aïd al-Fitr ont été marquées par des attentats suicides lors de funérailles. Au Pakistan, 38 morts et en Afghanistan, au moins 14 femmes et enfants tués. Enfin, en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a téléphoné ce week-end au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à l'occasion de l'Aïd. Premier entretien entre les deux dirigeants depuis 1 an. J'espère que nous aurons l'opportunité de nous entretenir en dehors des fêtes et reprendre le processus de paix. C'est important, a dit Benjamin Netanyahu. Merci Maurice. En Grande-Bretagne, à présent, l'émotion suscitée par la diffusion de photos dans la presse populaire n'est pas estompée. Le palais de Buckingham a diligenté une enquête afin de savoir comment le Sun a pu se retrouver en possession d'une vidéo de la reine Elisabeth à l'âge de 6 ans faisant le salut nazi avec sa famille, des photos datant de l'époque où Hitler venait d'arriver au pouvoir. Maël Benoliel. Shocking. Buckingham Palace se dit déçu par la une du Sun de ce samedi, le tabloïd le plus vendu en Angleterre. Sur cette une photo de la future reine qui ne laisse pas de place au doute. Elisabeth II, alors âgée de 6 ans, lève son bras droit en l'air, tout comme sa mère et sa petite sœur. Une photo accompagnée d'un titre évocateur sous forme de jeu de mots qui en dit long sur le passé de la famille royale. Der Royal Highness. Contraction du terme Highness, Altesse en français, et Heil Hitler, qui correspond au salut nazi. Une photo tirée d'un film amateur d'une 20aine de secondes mise en ligne sur le site du journal. Tournée au début des années 1930 dans la demeure d'été de la famille royale dans le château écossais de Balmoral, on y voit Édouard VIII, oncle d'Élisabeth, lui apprendre ainsi qu'à sa mère et à sa petite sœur le salut nazi. Au lendemain de cette publication, les Anglais sont partagés entre leur flegme de toujours et leur attachement à la couronne. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est juste que c'était encore un enfant qui n'avait pas le choix. Je crois que c'est de la provocation. Il voulait juste pousser les gens à penser du mal d'elle, alors qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Il n'avait rien de mieux à mettre dans le journal. J'étais choqué, vraiment, très choqué.
On ne s'attend pas à voir la famille royale faire ça, surtout pendant cette période où la Seconde Guerre mondiale était sur le point d'éclater. C'est vraiment choquant. Mais cette vidéo vient s'ajouter aux nombreux documents qui confirment qu'Édouard VIII avait des affinités avec le nazisme. Édouard a même rencontré le dictateur nazi en Allemagne en 1937, quelque temps après avoir renoncé au trône d'Angleterre pour épouser une Américaine divorcée, Wallis Simpson. Il y a 10 ans, le Sun avait déjà créé la polémique en publiant une photo du prince Harry affublé d'un costume d'Hitler à l'occasion d'une soirée déguisée. Harry avait dû s'excuser publiquement alors que Buckingham Palace avait reconnu l'erreur de jeunesse du numéro 5 dans l'ordre de succession au trône britannique. Voilà, l'émotion reste vive dans le royaume. Betsabé, les réactions s'enchaînent. Alors effectivement, des premiers concernés, on le rappelle, même Buckingham Palace est sorti de sa discrétion, de son silence absolu pour s'insurger, bien que calmement, soulignant notamment que ces images datent du début des années 30. Un porte-parole de Buckingham Palace a souligné tant bien que mal dans un communiqué que, d'abord le film avait été tourné il y a 80 ans et qu'en outre il provenait des archives personnelles de la famille royale. Il est donc décevant qu'un journal les ait exploités. Alors quant aux British, même on a eu quelques réactions dans le reportage. Alors si vous jetez un œil maintenant aux réseaux sociaux, vous pouvez très nettement apercevoir une fracture entre d'une part les gens qui sont choqués par ce qu'ils voient et puis ceux qui sont choqués par le fait que cette vidéo ait été par le journal, on publiée. a entendu dans le sujet. Exactement, donc par le Sun. Exemple de réaction, on cherche l'argument historique. Par exemple, regardez, pour défendre la future reine, en 1933, personne ne savait encore qui était Hitler, ce qui est débattu. La reine est trop jeune pour que ça signifie quoi que ce soit. On peut expliquer, par exemple, il y a des choses plus importantes que la reine qui effectue un salut nazi à l'âge de 7 ans. Alors c'est 6, on précise. Et puis il y a l'humour. Cette dame qui écrit « Pour la défense de la jeune reine, je dois avouer qu'elle effectue le salut nazi vraiment bien. Elle claque ses talons et se redresse comme il faut. » Et puis il y a aussi l'humour dirigé contre le Sun, contre le tabloïd, comme si le Sun voyait un peu des nazis cachés partout. Les twittos découvrent alors eux-mêmes d'autres sympathisants nazis cachés, comme regardez John Travolta, il y a 38 ans par exemple, qui lui aussi effectue le salut nazi en rythme, ou alors la planète Pluton carrément révélée, dont le Sun aurait révélé une facette choquante. Regardez, on peut y voir dessiner donc les traits d'Hitler. Alors les médias, eux aussi, y vont de leur version. Prenez par exemple le Sunday Express, la version britannique de l'Express dévoile la vérité sur la vidéo. Elle n'aurait rien à voir en fait avec le salut nazi. Une spécialiste de la lecture sur les lèvres l'a analysé pour le journal et en fait la famille saluerait quelqu'un qui passerait, une dame. La mère Elisabeth se serait exclamée en fait en regardant la vidéo, on peut le voir, oh regardez elle passe, se référant à quelqu'un, puis le père aurait encouragé les enfants, saluer, ensuite les parents, hello, hello. Bref, ça c'est la version du Sunday Express qui insiste, cette spécialiste est de renommée, elle travaille même pour le FBI. Voilà, beaucoup de versions, beaucoup de réactions, il n'empêche, on l'a vu dans le sujet, que ce n'est pas la première fois que la famille royale est en plein débat sur des références des nazies. Précédents, ouais. Exactement. Il y a eu la photo du prince Harry, on l'a vu dans le sujet, qui porte un brassard avec une croix gammée lors d'une soirée déguisée. C'était une photo du Sun, une fois encore. C'était il y a 10 ans. Alors l'humour britannique est là encore discutable. 5e dans l'ordre de succession au trône, il avait quand même présenté ses excuses. Et puis ça n'est pas tout. Édouard VIII a rencontré Hitler en Allemagne en 1937. Alors il faut savoir néanmoins qu'en Grande-Bretagne, la nature des liens entre Édouard VIII et les nazis s'est toujours quand même débattue. Puis finalement, la monarchie s'en est jusqu'alors sortie. Sauf que maintenant, on a l'impression que ça fait un peu trop de bruit. Et d'ailleurs, plusieurs historiens et membres du Parlement britannique réclament l'ouverture des archives de la monarchie. Des archives qui, attention, sont fermées, ne sont pas accessibles ni aux journalistes ni aux historiens jusqu'alors. L'appel est rapporté par The Guardian sur son site internet. D'autant que selon le journal, les archives de la monarchie sont bien connues pour être plutôt étoffées en matière de correspondance entre les membres de la famille et les nazis. Voilà pour cette affaire. Merci Betsabé. À suivre, elles sont juives et arabes, réunies sous le collectif Les Femmes œuvrent pour la paix et elles font le pied de grue sous les fenêtres du bureau de Binyamin Netanyahou. On en parle après un nouveau journal avec Eleanor Veil.
ועכשיו? ועכשיו? כן, סליחה. וואי. הלו? כן, אבל הקייבל מוזר כזה. הנה. הוא לא רוצה לחזור? שנייה, מישהו יכול לשלוח אותו שנייה את ה... בסדר? Début de la tournée d'Ashton Carter au Moyen-Orient, le secrétaire américain à la Défense a atterri hier en Israël et tente de rassurer les Israéliens en évoquant l'aide supplémentaire que pourrait fournir Washington à Israël. Première semaine de réforme pour la Grèce. Athènes rouvre ses banques aujourd'hui et reçoit 7 milliards d'euros de ses créanciers. Le même jour, elle doit rembourser la somme de 4,2 et 2 milliards d'euros à la BCE et au FMI. Et puis le rapprochement enfin entre La Havane et Washington se concrétise aujourd'hui. Après 54 ans de guerre froide, les deux pays rouvrent leurs ambassades respectives dans les deux capitales. Nouvelle édition sur i24 News. Début de la tournée du secrétaire américain à la Défense au Moyen-Orient, je vous le disais. Après avoir atterri hier en Israël, Ashton Carter a précisé qu'il n'espérait pas convaincre l'administration de Netanyahou du bien fondé de l'accord nucléaire iranien que le Premier ministre israélien fustige, mais qu'il souhaitait se concentrer sur l'aide supplémentaire que pourrait fournir Washington à Israël en guise de compensation. Julien Baloul. Ashton Carter a une mission, rassurer les alliés des États-Unis en colère après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. Première étape de cette tournée moyen-orientale, Israël. Le secrétaire américain à la Défense a atterri à Tel Aviv dans la nuit de dimanche à lundi. Avant même d'avoir posé le pied sur le sol israélien, il a multiplié les déclarations à l'égard de Jérusalem. Dans l'avion, il a ainsi affirmé aux journalistes présents que l'option militaire contre l'Iran reste d'actualité en cas de violation de l'accord de Vienne par Téhéran. Selon Susan Rice, la conseillère américaine à la sécurité, Ashton Carter devrait proposer au gouvernement israélien une aide militaire qualifiée par Washington de sans précédent, notamment des appareils qui n'avaient jusqu'à présent jamais été mis à disposition de Tsahal, essentiellement dans la défense antimissile. Mais peu importe l'offre américaine, Benjamin Netanyahou ne décolère pas. Il a affirmé dans une interview à la chaîne CBS qu'aucun pacte sécuritaire ne pourra réparer les dommages que l'accord de Vienne a causés à Israël. Le dirigeant de l'Iran, Ali Khamenei, a dit qu'après la signature de cet accord, il allait continuer à combattre les États-Unis. La mission s'annonce donc difficile pour Ashton Carter, qui devra ensuite s'envoler pour la Jordanie et l'Arabie Saoudite, deux pays qui veulent également être rassurés et à qui les États-Unis devraient proposer une coopération renforcée contre le terrorisme, ainsi que dans le domaine de la cybersécurité. Puis toujours en Israël, le service de sécurité intérieure Shin Bet en coopération avec la police et l'armée israélienne ont arrêté 7 membres du Hamas, parmi eux Ahmed Nadjar, ancien prisonnier libéré au cours de l'accord Shalit et leader d'une cellule terroriste qui avait attaqué au fusil 4 Israéliens le 30 juin dernier aux environs de Shiloh en Cisjordanie, faisant un mort. Steve Jourdain. Ils sont au nombre de 4 et appartiendraient à une cellule militaire du Hamas, selon le Shin Bet. Dans un communiqué publié dimanche, l'armée israélienne annonce leur arrestation. Motif, ils auraient organisé l'attentat du 29 juin dernier en Cisjordanie. Au cours de cette attaque, Malachi Rosenfeld, 26 ans, avait été tué lors d'une embuscade alors qu'il rentrait vers Kochav HaShachar, l'implantation où il résidait. Selon les services israéliens, les suspects auraient d'ores et déjà reconnu leur acte. Dans le même temps, le Shin Bet affirme que 2 autres suspects auraient été arrêtés par l'autorité palestinienne. Également dans le viseur de l'armée israélienne, Ahmed Nadjar, le cerveau de l'attaque selon Tsahal. Nadjar, membre du Hamas, avait été libéré dans le cadre de l'accord Shalit de 2011. Il se trouverait actuellement en Jordanie, d'où il aurait organisé et financé l'attentat selon les autorités israéliennes. Ce modus operandi n'est pas nouveau. Depuis plus d'1 an, le Hamas a réorganisé sa branche militaire en Cisjordanie. Depuis Gaza, d'anciens prisonniers relâchés par Israël commandent les opérations dans les territoires.
Journée cruciale pour la Grèce. C'est aujourd'hui que les banques ouvrent leurs portes et reçoivent 7 milliards de prêts d'urgence tant attendus, de prêts d'urgence donnés par les créanciers d'Athènes, mais dont une grande partie sera immédiatement reversée à la Banque centrale européenne et au FMI, à qui la Grèce doit rembourser respectivement 4,2 et 2 milliards d'euros dans la même journée. Léa Volbert. La TVA passera de 13% à 23% sur les denrées non périssables, à savoir le sucre, le thé, le café et l'huile. Elle augmentera également dans la restauration, les transports publics et l'hôtellerie. La majorité des Grecs qui travaillent dans ces secteurs dénoncent la brutalité de la mesure, qui plus est en pleine période touristique. Ce gouvernement a réduit nos espoirs à néant. Beaucoup de gens ont voté pour eux et sont maintenant désespérés. Donc les mesures vont être mises en œuvre, mais le gouvernement va tomber car il a trop menti. Certains restaurateurs font le choix d'augmenter les prix au détriment de leur clientèle. D'autres maintiennent leurs tarifs inchangés, mais verront leur marge de bénéfice inexorablement diminuer. Dans le secteur de l'hôtellerie, c'est l'incompréhension qui domine. Alors que la Grèce attend près de 25 millions de touristes en 2015, les agences de voyage sont contraintes de s'adapter dans l'urgence. Et faute d'anticipation, la différence entre le prix sur les réservations déjà effectuées et la nouvelle grille tarifaire est à la charge des agences touristiques. Maigre lot de consolation, la réouverture des banques grecques avec des contraintes légèrement assouplies. Les Grecs seront autorisés à retirer 420 € d'un coup pour 7 jours au lieu de 60 € par jour et par personne. On va voir, on n'a absolument plus d'argent, donc il faut s'adapter à la réalité et travailler beaucoup. Les contrôles de capitaux seront néanmoins maintenus pour éviter un assèchement massif des banques. Après les négociations, le vote, la contestation, l'heure est désormais à la douloureuse application des réformes fraîchement votées par le Parlement grec. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Affaire Germanwings, les familles des victimes mortes dans le crash de l'Airbus demandent des montants compensatoires plus élevés. La compagnie Lufthansa leur avait proposé 25 000 €. Ils rejettent l'offre et en exigent au moins 200 000. C'est ce qu'a transmis leur avocat à la maison mère de Germanwings. Début du cessez-le-feu en Colombie. Une trêve à caractère humanitaire a été acceptée par la guérilla des FARC qui a ordonné à ses unités de cesser toute action à caractère offensif et de libérer un militaire colombien. Parallèlement, les discussions de paix se poursuivent à la Havane sous l'égide de la Norvège et de Cuba. Et puis 14 soldats afghans ont été tués ce matin au cours d'un raid aérien mené par les forces américaines dans la province de Logar, au sud de Kaboul, région où sont implantés les rebelles talibans. Selon le gouverneur du district, 2 hélicoptères américains ont attaqué un barrage de l'armée afghane. Les États-Unis et Cuba concrétisent aujourd'hui le rapprochement. Les ambassades des deux pays vont rouvrir à la Havane et à Washington après 54 ans de guerre froide. Les détails avec Myriam Aman. C'est une étape hautement symbolique. Après 54 ans de froid diplomatique, les États-Unis et Cuba ont officiellement rouvert leurs ambassades à la Havane et Washington. C'est la concrétisation de la poignée de main entre Raúl Castro et Barack Obama en avril dernier. Les Cubains attendaient ce moment. Pour nous, c'est important. Je pense que c'est un pas décisif vers la normalisation des relations. D'autres mots, nous les Cubains, nous nous réjouissons et attendons de voir la suite des événements. Nous sommes optimistes sur les nombreuses choses à réaliser pour le peuple cubain et le peuple américain. Les bâtiments qui abritent les sections d'intérêt dans chaque capitale ont donc retrouvé automatiquement leur statut d'ambassade à minuit 01. À Washington, une cérémonie aura lieu lundi après-midi dans l'édifice presque centenaire de la mission cubaine. Une cérémonie en présence du ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez. C'est la première visite d'un chef de la diplomatie cubaine aux États-Unis depuis 1959. Le drapeau cubain sera hissé à cette occasion. Pour les cérémonies officielles à la Havane, il faudra encore patienter. Elles auront lieu au cours d'une visite de John Kerry à Cuba dans les semaines à venir, à une date qui reste à déterminer. Cette réouverture des ambassades est un premier pas vers la normalisation, le plus facile aussi.
De nombreux sujets de discorde existent toujours entre les deux pays, et notamment l'épineuse question de la levée de l'embargo réclamé par Raúl Castro. Une levée qui doit être nécessairement votée par le Congrès américain, mais la majorité républicaine y est hostile. Autre problème, plusieurs candidats à la présidentielle américaine sont vent debout contre un rapprochement entre la Havane et Washington. Et avant de se quitter, regardez ces images impressionnantes. C'est une première dans l'histoire du surf professionnel. Le surfeur australien Mick Fanning s'est fait attaquer en direct devant les caméras de télévision lors d'une compétition internationale par un requin. Comme vous le voyez, les faits se sont produits hier en finale du JB Open, la 6e étape du championnat du monde de surf en Afrique du Sud. Le surfeur s'en est sorti indemne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Prochain point dans une vingtaine de minutes. Tout de suite, la suite du Morning. Autorisé par la Familia à parler. Le seul qui a parlé hier en disant je suis de la Familia s'est fait exclure immédiatement du mouvement. Ils sont, tu sais, c'est une organisation paramilitaire, les mecs. Écoute, le mec, il a expliqué qu'ils ont mis sur la page Facebook l'interdiction de s'exprimer, mais c'est lui qui l'a fait. Justement, faut... Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on prend tout de suite la direction du terminal frontalier de Kerem Shalom entre Israël et la bande de Gaza. L'agitation y était inhabituelle pour cause. Le ministre des Affaires étrangères hollandais s'y est rendu pour inaugurer un nouveau scanner. Mathias Inbar, vous nous expliquez à quoi il va servir. On regarde et on en parle juste après. Plus qu'une visite de courtoisie, la venue du ministre des Affaires étrangères hollandais au terminal frontalier de Kerem Shalom a un objectif précis, officialiser la mise en place d'un scanner infrarouge offert à Israël par le gouvernement d'Amsterdam. C'est d'ailleurs la deuxième fois que les Pays-Bas offrent un tel système. Je vais vous dire qu'il s'agit d'une merveilleuse coopération. J'ai eu la chance de m'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui est particulièrement positif sur ce projet. Cela va donner de l'espoir aux habitants de Gaza et dans le même temps assurer la sécurité d'Israël. Mais il y a 2 ans, ce scanner n'était pourtant pas en service, pour des raisons sécuritaires, indiquait Jérusalem, ce qui avait alors passablement énervé le Premier ministre hollandais. Il n'y a jamais eu de polémique, selon ce colonel israélien qui préfère parler de problèmes logistiques. Pour lui, ce scanner est déjà prêt et sera bénéfique pour les 2 côtés de la frontière, afin d'éviter des transferts d'armes et autres matériaux illicites. Depuis la fin de l'opération Bordure protectrice en 2014,
Plus d'1 million de tonnes de produits de construction ont été transférés dans la bande de Gaza. Nous avons déjà doublé le nombre de camions qui pénètrent dans la bande de Gaza par rapport à l'année dernière. Nous en faisions passer 300 et nous en sommes aujourd'hui à 600 avec ce scanner. Nous projetons dans les 2 mois de porter ce chiffre à 800, voire 1000 camions par jour. Nous soutenons pleinement, avec l'autorité palestinienne, la reconstruction dans la bande de Gaza, de telle sorte que les Gazaouis puissent reconstruire leurs maisons. Toutes les parties ont à gagner à se servir de ce scanner. Ce scanner infrarouge permet de sécuriser les denrées humanitaires et les produits de construction qui rentrent et qui sortent de la bande de Gaza. Il permettra surtout de doubler le nombre de camions qui rentrent depuis Israël vers le territoire gazaoui. L'occasion pour le chef de la diplomatie hollandaise de rappeler que le calme dans la région est très volatile. Il est important de catalyser la situation de manière positive. Après tant de misère, il est important que le futur ne soit pas fait de bombes, mais de camions. Ceci est la preuve que nous pouvons, tous ensemble, et c'est crucial, travailler en toute sûreté et en toute sécurité pour accélérer et augmenter les importations et les exportations vers et depuis Gaza. Bert Kurtens s'est rendu ensuite dans la bande de Gaza pour constater sur place l'ampleur des reconstructions. À la question de savoir s'il aura des contacts avec le Hamas, la réponse est laconique. Non. Mathias, pourquoi un tel scanner est important dans la situation actuelle ? Parce que tout simplement, il faut pouvoir accélérer la reconstruction de la bande de Gaza. La reconstruction saine, c'est-à-dire que les matériaux de construction sont destinés à la reconstruction des bâtiments publics et privés, des maisons abattues et par les roquettes et par les tirs de l'armée israélienne, et non pas de matériaux de construction qui serviraient à construire les tunnels. Et donc, pour accélérer le rythme, il faut pouvoir accélérer la sécurisation de ces matériaux. Et donc, ce scanner-là permet, comme vous le faites par exemple lorsque vous voyagez, Barbara, à l'étranger, vous passez dans les aéroports. Exactement, ouais. Par un scanner, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite qu'une inspection humaine. Voilà, alors en termes de chiffres, on parle de combien de camions, de combien de matériaux de construction qui passent à Gaza ? Écoutez, ça va crescendo, ça va de manière exponentielle. On était à 200 avant bordure protectrice, l'opération de l'année dernière. On est passé à 4 à 600 dernièrement, et Israël envisage, avec la participation de l'autorité palestinienne et surtout de la communauté internationale, de passer à 1000 camions par jour. Je peux vous dire que déjà à 600 camions par jour, c'est déjà le brouhaha au terminal frontalier de Kerem Shalom. 1000 camions, ça voudrait dire accélérer, multiplier par 2 le temps de reconstruction sain, encore une fois, je le précise. Alors, vous parlez de contrôle humain. Est-ce que ce scanner, à terme, va supplanter totalement ce contrôle effectué par des soldats israéliens, d'ailleurs ? Des soldats israéliens qui... non, le scanner ne pourra pas empêcher toute introduction de ces camions à l'intérieur de la bande de Gaza. La preuve, c'est que il y a 2 mois, un camion rempli d'iode qui était destiné à alimenter les roquettes à distance, a été trouvé par un chien et un agent de sécurité. Oui, ça peut fonctionner lorsque les règles sont bien établies, lorsque le bureau politique du Hamas, par exemple, est contre son aile militaire et qu'il veut arriver à un certain accord pour reconstruire la bande de Gaza. Non, ça ne peut pas marcher lorsqu'effectivement, dans le sud de la bande de Gaza, à Cher Radjouan, notamment en bordure avec Khan Younes et en bordure avec l'Égypte, il y a une percée vertigineuse de l'État islamique, et là, ce ne sont plus du tout les mêmes règles. Merci beaucoup, Mathias Inbar. Et tout juste un an après ce conflit, l'émission Reportage vous propose ce soir de revenir sur des images hors du commun filmées par les militaires de l'unité documentaire de Tzahal. Au fil des années, Israël a pris la mesure de l'importance de documenter elle-même ses guerres, de disposer de ses propres images. Gaza, la guerre, caméra au point, c'est un reportage de Shaigal dont voici un extrait. Premier matin de l'opération Bordure Protectrice, dans un immeuble abandonné de Sadjaya. Les forces Golani se font tirer dessus depuis l'une des fenêtres et ripostent. Gal Liran se trouve au second étage, il filme, et c'est à ça que ressemble une guerre. Allez, on dézingue la maison.
17 reporters militaires se sont joints à Tsahal sur le front lors de bordures protectrices. Ce sont des caméramans qui font partie de la brigade du porte-parole de Tsahal, qui ont suivi un entraînement de combattants, puis ont été formés à la prise de vue et au transfert d'images du front en temps réel. Un photographe qui se joint aux forces doit d'abord faire ses preuves. Certains les regardent un peu de haut. Tu sais, lorsque tu te trouves dans ton unité et que tout à coup arrive un photographe, tu pars du principe que c'est un non-combattant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas vu le terrain une seule fois au cours de son service. Mais lorsqu'ils nous voient, ils comprennent. Ce n'est pas la question. Waouh! Tu as filmé? Bien sûr. Tu es quoi d'abord? Un photographe ou un soldat? À Gaza, il y a eu des moments où j'étais avant tout un combattant, car je devais défendre ma vie et celle des personnes autour de moi. Et à d'autres moments où j'étais moins en danger, j'étais photographe. C'était le 1er août à 8 h du matin. Nous venions de nous installer dans une nouvelle maison à Fatim. Puis nous avons reçu quelques minutes après le rapport sur l'incident à Rafah. Et en 1 minute et demie, je me suis retrouvé dans l'arène. Ces images-là ont été filmées par Tal Lissous à Rafia, quelques minutes après les événements les plus difficiles de bordure protectrice. Juste ici, le commandant Biasarel et le sergent-chef Liel Guidoni ont trouvé la mort et le corps du lieutenant Hadar Goldin s'est fait enlever dans un tunnel. C'est à ça que ça ressemble en temps réel. Il te manque 3 soldats de la compagnie et tu commences à les chercher dans toute la zone et c'est un territoire assez grand. Après quelques minutes de recherche dans le secteur de l'enlèvement, les forces sont envoyées en incursion. Le jour se lève et à l'extérieur du véhicule blindé, les échanges de tirs continués, ils les filment. Tu sais ce qui se passe en ce moment-là? Non, je ne savais pas. Tu comprends qu'il y a des morts? Tu comprends? Je n'en savais rien. La caméra aide dans ces moments-là? C'est une sorte de... C'est un filtre qui te protège. Il y a eu des moments où je regardais tout comme si c'était un film que j'étais en train de tourner. Voilà un reportage que vous pouvez retrouver dans son intégralité ce soir après le Grand Direct dans l'émission Reportage avec Stéphane Calvo. Et alors que certains filment la guerre, d'autres continuent de lutter pour la paix. C'est le cas de ces femmes. Elles sont juives et arabes. Elles sont réunies sous le collectif Les femmes œuvrent pour la paix. Depuis plusieurs semaines, elles font le pied de grue sous les fenêtres du bureau de Benyamin Netanyahou. Reportage d'Alice de Cormaron et Benjamin Le Souef. Tzometan. Ces 2 mots placardés et sur les larges barrières encerclant la résidence du Premier ministre israélien interpellent. Et c'est le but recherché. Le jeu de mots fait référence à Tzuketan, l'opération bordure protectrice débutée il y a tout juste 1 an. Depuis, nous n'avons pas l'impression que les choses aient changé. Nous avons la ferme conviction que tout n'est pas fait pour arriver à un accord politique. Notre but, c'est le retour à la table des négociations et un accord politique. Et pour ce faire, la méthode est sévère. Les membres du mouvement Women Wage Peace, les femmes font la paix, ont monté une tente devant la résidence et elles y ont entamé un jeûne de 50 jours, égal à la durée du conflit de l'été dernier. D'où le nom de l'opération, Tzometan, signifiant littéralement « jeûne puissant ». Sur une pancarte autour de leur cou, cette inscription « Je jeûne ». Elles sont déterminées à ne pas rester les bras croisés. Il y a beaucoup d'hommes qui, jusqu'à maintenant, n'en ont pas fait assez. Peut-être pouvons-nous les aider, en tout cas je le crois, à faire cela, à construire la paix. Nous voulons appeler le Premier ministre et le gouvernement et les membres du Parlement aussi à venir nous rendre visite, à venir nous écouter. On estime aussi que les femmes ne sont pas assez écoutées dans la société israélienne. Venant de tous les horizons, de tous partis politiques confondus, juifs et arabes, elles ont en commun cette impérieuse envie de vivre dans une région en paix et en sécurité, la guerre ayant laissé des plaies encore béantes. Elle n'a pas choisi cette guerre, mais ça a été une guerre très très difficile. J'ai une pensée aussi pour toutes les victimes innocentes en face, parce qu'il y en a eu des milliers, et que je suis une humaniste avant toute chose. Avant d'être israélienne, avant d'être juive, je suis une femme. Je suis une mère et je suis une humaniste. Je vis dans ce monde et je n'ignore pas la souffrance des autres. Vivre en paix, mais aussi ensemble. Car l'intention de Women Wage for Peace est aussi de rompre avec le racisme et les idées reçues qui ont été particulièrement exacerbées lors de cette dernière guerre. The Quran say
Le Coran dit « Nous devons nous respecter les uns les autres et nous devons maintenir de bonnes relations entre nous. » Ce que le monde entier ignore, et moi personnellement en tant qu'Israélienne ça me fait une peine énorme, c'est que la majorité d'Israéliens sont pour des accords politiques. La majorité des Israéliens, même mieux que ça, veulent la paix. En 6 ans, 3 guerres ont opposé Israël aux mouvements armés palestiniens. Le dernier conflit a fait 2251 morts du côté palestinien et 73 du côté israélien. Les femmes de Women Watch for Peace vont continuer d'attendre Benjamin Netanyahou devant sa porte jusqu'au 26 août prochain, en espérant un jour stopper cette hémorragie. Allez, on s'intéresse d'un peu plus près à ce combat mené par ces femmes. Maurice, d'abord, est-ce que les femmes israéliennes ont toujours été présentes dans les mouvements pour la paix? Pas vraiment, Barbara, puisque depuis la création de l'État d'Israël en 1948 jusqu'à pratiquement la guerre de Kippour en 1973, il n'y avait pas à proprement dit de mouvement de la paix en Israël et encore moins de mouvement de femmes pour la paix. Ce n'est qu'en 1978, avec la visite en Israël du président Sadat et la signature d'un traité de paix avec l'Égypte, que naît l'idée de territoire contre la paix. Et c'est à cette occasion que naît le mouvement Shalom Archav, la paix maintenant, créé par un groupe d'officiers vétérans de Kippour. Alors, les femmes étaient largement représentées au sein de la paix maintenant, mais elles s'étaient engagées dans des fonctions, disons, logistiques et militantes, et alors que le leadership était resté à la chasse gardée des hommes et surtout des officiers. Alors, avec l'intifada, les mouvements de femmes pour la paix sont apparus et ont pris une tournure beaucoup plus politique. Par exemple, les femmes en noir, vêtues de noir, elles protestent chaque semaine contre ce qu'elles appellent l'occupation et la corruption morale de la société et des soldats. Plus près de nous, le mouvement de femmes Marson Mouach qui vérifie le comportement des soldats sur les points de passage face aux Palestiniens. Ces deux mouvements ont été énormément critiqués parce qu'en fait, ils s'attaquaient directement aux soldats. Alors des mouvements extrêmement marqués à gauche et qui ne sont jamais parvenus à se maintenir dans un consensus. Voilà, alors on le voit sur le dossier du conflit avec les Palestiniens, le mouvement des femmes est resté assez marginal. Par contre, en ce qui concerne le conflit au Liban, là, elles sont beaucoup plus présentes. Absolument, la première guerre du Liban en 1982 a été l'objet de mouvements de femmes totalement différents, une guerre largement contestée et considérée comme politique, conduite par la droite et non pas une guerre de défense. Alors on a tout d'abord connu les mères contre le silence, des mères de soldats qui demandent aux parents concernés par la vie de leurs enfants de briser le mur de silence et de prendre leurs responsabilités et de dénoncer cette guerre inutile, disent-ils, succès immédiat, mais surtout auprès d'une intelligentsia bourgeoise et ashkénaze. Alors c'est en 1997, on se souvient avec la catastrophe des 2 hélicoptères de l'armée qui entrent en collision alors qu'ils allaient vers le Liban et on a vu 73 soldats tués. C'est à ce moment-là que naît le mouvement des 4 mères, un groupe de femmes du nord du pays dont les enfants ont été tués dans cet accident, crée leur mouvement qui milite pour un retrait de Tsahal du sud-Liban. La paix et la légitimité de Tsahal ont été accompagnés d'un nouveau thème, le bien-être des soldats doit être assuré en les ramenant en Israël. Campagne remplie de succès puisqu'en mai 2000, Tsahal se retire du Sud-Liban. Voilà, grâce à leur influence. Absolument. Alors aujourd'hui, nous avons les femmes pour la paix, le mouvement de femmes pour la paix mise sur l'éducation, le pluralisme, mais aussi et surtout un nouveau thème apparaît dans les revendications des femmes, la démilitarisation de la vie publique israélienne. Alors c'est un mouvement apolitique qui mêle juifs et arabes, religieux et laïcs. Vous l'avez entendu, ce sont avant tout des femmes, des mères et des humanistes. Merci beaucoup, Maurice. On va se quitter pour un nouveau journal. On parlera de toute autre chose. Juste après, alors qu'on s'apprête à s'installer sur les plages ou au bord de la piscine, on reviendra sur les scènes de cinéma les plus torrides avec ces stars en maillot de bain, Ursula Andress, Romy Schneider, Scarlett Johansson. Ces images devenues cultes, ce sera donc après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Léonore Veil. Restez avec nous.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le Morning, merci d'être avec nous. C'est l'été, vous le savez, on s'apprête tous à s'installer sur la plage ou au bord de la piscine. Alors il est bon de se remémorer quelques scènes cultes du cinéma. Des scènes qui mettent en scène des acteurs et des actrices en maillot de bain. Laetitia, vous nous avez concocté un petit top 5. Tout à fait, le cinéma a définitivement son lot de scènes sexy à la piscine ou à la plage. Alors dommage, Betsabé n'est pas là pour nous expliquer à quel point les bords de piscine sont bourrés de bactéries et de verrues. Mais pour le cinéma, la piscine ou la mer, c'est l'opportunité de nous offrir parmi les scènes les plus cultes. On va commencer par le numéro 5 de ce petit classement que j'ai concocté, les scènes les plus torrides. En numéro 5, on retrouve deux scènes ex aequo, inspirées l'une par l'autre. D'abord, celle du Magnifique de Philippe de Broca. Dans cette scène, on retrouve Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset. Vous allez le voir plutôt jeune. Ils échangent quelques propos séducteurs entre espions. Aux femmes. Je ne sais pas. Menteur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Madame Creuse, ma pilule de seigneur qui est partie, c'est la première fois que ça m'arrive quand j'embrasse une femme. C'est étonnant. C'est drôle. Voilà, et quand on voit ça pour la jeune génération, ça nous rappelle une autre scène culte, vous le disiez, ex aequo, ce numéro 5, avec notre Jean Dujardin national dans OSS 117, Rio ne répond plus. Il va se prendre une petite frayeur en montant sur le grand plongeon, regardez. Belmondo, Dujardin. Ça, c'est ex aequo, voilà. C'est difficile. Numéro 4. Alors, numéro 4, c'est la scène de film de Ce que pensent les hommes, qui était une comédie des auteurs de Sex and the City, nous présente une belle Scarlett Johansson qui va faire le grand plongeon face à un Bradley Cooper qui a l'air plutôt sous le charme, regardez. Voilà, qui dit scène torride dit bien évidemment les sorties de milieux aquatiques dans les James Bond. Et oui, on se rappelle très bien de cette scène où Halle Berry sort dans son maillot de bain orange. C'est la position numéro 3. On regarde ça en image. Magnificent view. Et alors, ouais, magnifique. Et cette scène aussi est inspirée d'un autre James Bond qui datait de 1962, un James Bond qui a révolutionné la position de la femme et qui a aidé en fait à l'émancipation de la femme, à la révolution sexuelle. C'était cette scène dans James Bond et le Docteur No où on avait Ursula Andress qui sort de la mer dans un maillot de bain, qui finalement a été la première fois qu'on a vu une femme dans un bikini blanc. C'est culte. Regardez. Make hula hoops underneath the mango tree. Make hula hoops soon. La da da dee da da dee, honey and me.
Underneath the mango tree, my honey and me. Who is that? Voilà, magnifique Ursula Andress. Alors, en tête du podium, on a qui? Alors, en tête du podium, ça a été difficile. Il y en a plein, des scènes cultes, des scènes torrides, cultes en maillot de bain, mais j'ai élu cette scène de la piscine de Jacques Deray avec Alain Delon et Romy Schneider, une scène indémodable puisqu'elle a même inspiré un grand nom de la couture. C'était la dernière pub de la Maison Dior. Regardez. Voilà, en tête de podium, un homme. Ça fait du bien, oui, ouais, un homme, bien sûr, Alain Delon. Ça fait du bien de les voir quand même en forme, hein, Alain Delon, Belmondo, tous ces... Ils sont tous magnifiques. Oui. Merci beaucoup. Vous m'avez donné envie d'aller me baigner. Allez, direction... monter la température. Voilà. Direction l'Égypte à présent. Une série télé fait beaucoup de bruit en ce moment et pour cause. Ça s'appelle Quartier Juif. C'est une série télé qui met en scène le vivre ensemble en Égypte dans les années 50. Et Iman Siksek avec Sandy Fortis. Voici une nouvelle série télé égyptienne qui risque de froisser quelques plumes dans le monde arabe. C'est une histoire d'amour entre Ali, un officier de l'armée égyptienne, et Layla, une jeune femme dans le Caire des années 50. Une histoire banale, direz-vous, et pourtant. Layla, star de la série télé de Jewish Quarter, est une jeune femme juive. Son histoire d'amour avec Ali se déroule entre deux événements marquants, la révolution de 1952, avec le renversement de la monarchie et la prise de pouvoir de Jamal Abdel Nasser, et la crise du canal de Suez en 1956. La montée du nationalisme en Égypte engendre alors une forte détérioration des conditions de la communauté juive. À cette situation déjà délicate s'ajoutent des complications dues à l'établissement d'un pays avec qui l'Égypte a aujourd'hui l'un des accords de paix les plus solides, Israël. Mais le réel ennemi d'Ali et Layla n'est pas Israël, ce sont plutôt les frères musulmans. Son fondateur égyptien lance alors des appels invitant les musulmans à attaquer les infidèles où qu'ils se trouvent. Peu avant la diffusion du premier épisode, le créateur de la série avait raconté que les frères musulmans avaient tenté de prendre le pouvoir en 1952, mais avaient échoué. Une tentative qu'ils avaient renouvelée après le printemps arabe avec le même résultat. Pour lui, les Égyptiens doivent prendre conscience que l'histoire se répète facilement. Alors que le Caire vit sous un régime militaire, souffrant de l'échec du printemps arabe, l'histoire d'Ali et Layla est un exemple d'une vraie société inclusive en Égypte et un rappel un peu amer du passé. Voilà, alors je ne sais rien de ce qui va suivre, Rudy. On va expliquer à nos téléspectateurs qu'on célèbre les 2 ans du Morning. Et oui, ça passe vite, hein, oui, quand vous on en faites s'amuse. pas, ça va bien se passer. Alors voilà, vous avez été chargé de célébrer ces 2 ans, de faire le bilan. Je vous laisse la parole. Tirage au sort oblige. Hein. Donc voilà, quand en juillet 2013, on m'a proposé de troquer les folles nuits de Tel Aviv contre des petits-déj au quinoa et des discussions sur la varicelle du petit, je n'étais pas très convaincu. En effet, participer à un morning, c'est pour un journaliste relever le défi de réveiller les gens alors qu'on est soi-même pas tout à fait réveillé. Vous me confirmez tous sur ce plateau. C'est pas faux. Puis, pour me convaincre, on m'a présenté celle qui serait donc la future maîtresse de cérémonie et collègue, la très charmante Barbara Serrer, qui me dit en introduction « J'ai le rotaine comme ça, mais je suis sympa, t'inquiète pas, c'est juste mon accent. » Avec une telle entrée en matière, je ne pouvais qu'accepter le challenge. Et il faut dire que 2 ans et 10 kilos plus tard, je ne le regrette pas. Qui ne rêverait pas de se réveiller à côté de Laetitia Lorini, mais aussi Cyril Amar, Maurice Fergan, Dror Even Sapir, Betsa Bessalem, Myriam Danan et tous les autres. Oui, ils ont l'air calmes et sereins, mes collègues, mais vous ne les connaissez pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ce sont, comme disent les Jones, des machines de guerre. Et pour vous le prouver, j'ai compilé quelques chiffres sur le morning. Le premier chiffre, c'est 12. 12, soit la longueur en centimètres de la mèche de Cyril Amar, qui nous parle du Maariv ou du journal Al-Quds. Sa mèche, elle, ne cesse de lui pourrir la vie, mais aussi de lui pourrir la vue.
127, c'est le nombre de maladies ou virus dont Bethsabée nous a parlé en 2 ans, de la malaria à la dengue. Elle a fait développer à certains téléspectateurs une certaine hypocondrie, mais ce n'est rien devant les 47 applications de dating, de rencontres donc qu'elle a pu tester pour le morning, avec un taux de réussite que je vous laisse imaginer. 439, c'est le nombre de fois où Laetitia a employé le mot sublime en parlant d'un film, un qualificatif qui devance de peu le mot superbe, 412 fois, et le mot 396 fois. Une chose est claire, Laetitia aime le cinéma et le cinéma lui rend bien. 124, c'est le nombre de décibels moyens entendus en salle de contrôle chaque jour, une performance que l'on doit à notre bien-aimé chef d'édition, Déborah Selam, dont l'énergie pourrait alimenter en électricité une ville de 4000 habitants pendant un an. Dans mon oreille, vous avez oublié les décibels dans mon oreille. C'est vrai. 348 maintenant, c'est le nombre de fois où Émilie Sada, notre très douce chef d'édition adjointe, m'a dit avec une certaine exaspération, Rudy, tes images ne sont pas prêtes, mais le tout avec un calme et une douceur dont seuls ceux qui s'appellent Sada sont capables. 154, c'est le nombre de partis politiques israéliens répertoriés par Dror Even-Sapir et Maurice Fergan. À eux deux, ils sont la mémoire vivante de la politique intérieure du pays. Les mauvaises langues disent que l'un d'entre eux aurait connu Théodore Herzl. 1531, c'est le nombre de paires de chaussures détenues par notre bien-aimée rédactrice en chef Myriam Danon, avec une moyenne de 8 cm de talon. Alors selon mes calculs, il nous faudrait encore 4 ans de morning pour avoir fait le tour de son dressing, une excentricité qui contraste avec ses grandes passions, la dette grecque, le conflit chiite-sunnite dans la péninsule arabique et la politique agricole commune, comme elle en a fait étalage ce matin. 7 comme le nombre de présentateurs de la chaîne qui pour un jour ou pour quelques semaines ont remplacé Barbara au pied levé. Alors je les cite tous: Nathalie Nagar, Éléonore Veil, Valérie Pérez, Cyril Amar, Julien Baloul, Mathias Simbar et évidemment l'inoubliable Rudy Sada. 4 comme, c'est le moment émotion, 4 comme le nombre de bébés nés en 2 ans de morning, des garçons pour Barbara et Éléonore, des filles pour Nathalie et Dror. Ça aurait pu faire 5 si Bethsabée avait reconnu l'enfant que nous avons fait ensemble, mais ce n'est pas le cas. Et enfin 6 record de durée avec des exploits, ce chiffre 6, le nombre d'heures d'antenne non-stop assurées par Barbara et toute l'équipe du morning lors de l'opération Bordure Protectrice il y a 1 an, avec une Barbara enceinte de 6 mois justement. Vous n'avez pas les images? Non, je n'ai pas les images et vaut mieux pas. Mais le morning, c'est un nombre incalculable de nouvelles, bonnes et mauvaises. C'est des sourires, des fesses de Kim Kardashian, des chatons. Alors avant de souffler donc la deuxième bougie ensemble de ce morning, je vais prendre une minute pour citer tous ceux qui de près ou de loin ont participé à cette émission: Michel Thoman, Yohann Waiki, Virginie Khalifa, Laura Duhamel, Michel Kishka, Yael Bornstein, Alain Michel, Marie Chek, Myri Barman, Maxime Pérez, Benjamin Le Souef, Sandy Fortis, Lise Barenbaum, Ali Waken, Emmanuel Lavonne et tous les analystes, les réalisateurs comme Julien, Nathalie, Joseph, Chai et les autres, et tous ceux évidemment que j'ai oubliés parce que j'en ai oublié évidemment. Merci surtout aux téléspectateurs, longue vie au morning, et comme le disait Barbara, un matin de juillet 2013, portez-vous bien. Voilà, c'est ce qu'on souhaite à nos téléspectateurs, mais à nous aussi. Merci beaucoup Rudy pour ce bilan chiffré. On fait peut-être un tour de table rapide. Je vais laisser la parole à Dror, le plus spirituel d'entre nous, pour conclure. Les 2 ans de morning, ça vous inspire quoi? Et 2 ans de morning, c'est qu'un début. 2 ans, c'est un beau bébé. Et puis voilà, on espère que l'espérance de vie de ce beau bébé atteindra celle de l'espérance de vie moyenne d'un être humain, par exemple. D'accord. C'est optimiste. Ça a été dur de se réveiller? Oui, c'est dur de se réveiller. Se réveiller. Dormir, c'est l'une des choses que j'aime le plus au monde. Donc se réveiller, c'est l'une des choses que j'aime le moins au monde, forcément. Mais c'est compensé quand je sais que je dois me réveiller pour rejoindre l'équipe du morning. Évidemment. Là, le réveil est moins douloureux, forcément. Maurice. Écoutez, je crois que 2 ans de morning, on rigole tous les jours. Ouais. Mais là, le jour où on a rigolé, c'était une fois. La fois où Rudy est arrivé essoufflé devant son micro. C'est pas arrivé qu'une fois, hein. Moi, j'ai pas arrivé. Exactement. Ça lui a servi de leçon. Vous voyez maintenant, il est tout à fait au point. J'arrête de courir avant de... Allez, Laetitia. Moi, je pense que ça fait 2 ans que j'ai l'opportunité de pouvoir partager ma passion du cinéma et je suis absolument ravie. C'est toujours aussi agréable pour moi de venir matin ou pas matin, voilà, pour partager ces magnifiques images. Et puis, voilà. Rudy.
Moi, c'est un bonheur quotidien. Je pense qu'on s'est pas mal amusé. Je me souviens de m'être mis en smoking un matin pour les Oscars des vidéos de chats. Depuis, j'ai un petit peu évolué. Voilà. À peine. Moi, je veux juste dire que je prends un plaisir fou à faire cette émission tous les matins. Parce qu'on vit l'info au plus près, que c'est notre métier, qu'on aime le faire, mais surtout grâce à vous. Voilà. Grâce à cette équipe que j'aime du plus profond de mon cœur, les trois drôles de dames qui sont derrière l'écran, évidemment, on les remercie énormément. Émilie, Déborah et Myriam. Je ne vais pas me mettre à pleurer une fois de plus. Non. On continue. Merci beaucoup Rudy, merci à vous de votre fidélité au Morning et on se retrouve avec grand plaisir demain matin. Tout de suite un nouveau point sur l'actu. Très belle journée, portez-vous bien. Je l'ai dit.